Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce boîtier? Il s'agit du dernier flagship sorti de chez Fujifilm, le GFX 100 Mark II. Alors je vais vous donner quelques specs qui vont vous faire un peu bugger. Donc on est sur un boîtier équipé d'un capteur CMOS moyen format. Donc comme on peut le voir, c'est assez grand. Un capteur de 102 mégapixels. Je te laisse imaginer un petit peu la taille des fichiers. On est approximativement sur 200 mégas la photo. Capable de filmer en 8K. 30 images par seconde. C'est une première sur un capteur moyen format qui est stabilisé sur 5 axes avec un tout nouvel autofocus qui est basé sur l'IA qui a été développé récemment chez Fujifilm et ce qui permet d'avoir un autofocus très rapide sur un moyen format. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les moyens formats, mais en gros l'autofocus sur ces capteurs est très compliqué à gérer étant donné la taille du capteur, ce qui fait que c'est assez bluffant sur ce boîtier. Et pour un prix défiant toute concurrence, je vous mets le petit prix. Voilà, on est sur un boîtier nu à 8 000 €, ce qui est un prix en fait défiant toute concurrence, hein, on est d'accord. Réellement, qu'est-ce que c'est que ce boîtier? Déjà, qu'est-ce qu'un capteur moyen format? C'est un capteur qui va être beaucoup plus grand que ce qu'on a l'habitude de voir sur les caméras traditionnelles. Sur des hybrides, actuellement, on est sur du plein format qui représente 24-36 mm, et là, on est sur un capteur de cette taille-là. Cette taille va permettre d'avoir beaucoup plus de résolution et d'avoir une bien meilleure qualité d'image. On va avoir une meilleure plage dynamique, une résolution plus élevée, et ça va être idéal surtout pour de l'impression en très grand ou pour de la diffusion sur des supports où il y a besoin de vraiment beaucoup de qualité. C'est des boîtiers qui sont utilisés surtout dans la publicité et aussi pour du travail en studio. La différence, elle est aussi visible au niveau du flou d'arrière-plan sur les images, c'est-à-dire que étant donné que le capteur est beaucoup plus grand, les coefficients multiplicateurs des objectifs vont être différents. Par exemple, l'équivalent d'un f2.8 sur un boîtier plein format va devenir 1.8 sur un boîtier moyen format. Ce boîtier a un design très robuste, qui donne en fait une impression de grande qualité. Il est très lourd, en même temps avec tout ce qu'il embarque à l'intérieur. On a un châssis en magnésium qui est résistant aux températures extrêmes, qui va être résistant à l'eau, à la poussière, tout ça. Il est plus léger, plus compact que son prédécesseur, le GFX 100 classique. Littéralement, ils ont retiré en fait la double batterie qui est présente sur son ancêtre, qui va être possible d'ajouter sur celui-ci, mais ça permet en fait d'avoir un boîtier plus accessible en termes de prix. Il me semble que l'autre coûtait encore plus cher à la sortie, et vraiment si on a besoin de le prendre souvent en vertical ou d'avoir plus d'autonomie, on va pouvoir rajouter cette batterie. Enfin, ce grip en fait coûte très cher, il me semble. Il est aussi équipé d'un viseur détachable qui est assez sympa. C'est une première en fait dans le milieu de la photo. Voilà, regardez le style sans le capteur. On dirait bizarrement, on dirait un peu une FX3 sans le viseur. Et donc le viseur en fait est détachable et on le reclipse comme ça. Il existe un viseur différent qu'on va pouvoir relever comme ça pour la prise de vue du dessus. On a aussi un petit écran qui est situé sur le dessus du boîtier et qui va permettre d'avoir accès vraiment à tous les réglages rapidement. En fait, on a les raccourcis des touches qu'on a devant, elles sont dessinées juste ici. L'ISO, l'ouverture, tout ça. Il est très confortable à prendre en main, les molettes tombent bien en face des doigts, on a accès vraiment à tous les boutons facilement. Ça respire le solide en fait, hein. C'est assez fou sur les boîtiers comme ça. Maintenant on va parler des optiques. Donc en fait les optiques, c'est la gamme GFX. Vous avez accès à tout un parc optique qui existe depuis très longtemps. Des optiques de très grande qualité. Fuji est aussi connu pour ses objectifs cinéma et ses objectifs utilisés dans la télévision sur les très grosses caméras. En gros vous allez avoir des objectifs assez accessibles sur de l'occasion, même du neuf. C'est pas très cher. Si on va chez les concurrents sur du Hasselblad par exemple, où là on va être sur des tarifs beaucoup plus élevés pour des capteurs moyen format. Ce qui est à prendre en compte aussi au niveau des optiques, c'est le coef des optiques. Par exemple, un 45 va être un équivalent 35 mm sur ce capteur. Comme il est plus grand, il va avoir un plus grand champ de vision et du coup, c'est à prendre en compte. Un 80 mm fixe, ça va être en réalité un 60-65 max d'équivalent de champ de vision. Mais à part ça, voilà. Rien d'exceptionnel. Maintenant, je vais vous montrer des images que j'ai pu prendre avec le GFX. Les 100 mégapixels, c'est complètement délirant. On a un zoom dans l'image qui est infini. On n'a presque pas de perte de qualité. La profondeur de l'image est incroyable. On arrive à récupérer des ombres complètement noires et des hautes lumières presque blanches. Les fichiers sont très volumineux. Il faut derrière avoir
des grosses cartes, un ordinateur qui suit. Moi j'étais à la base sur un MacBook Pro M1 Pro, ça suivait pas du tout, j'ai été obligé du coup de changer, ce qui fait qu'en fait le biais d'entrée dans ce monde du moyen format, tout ça, est vraiment excessif, parce que derrière il faut avoir les disques durs qui suivent, l'ordinateur qui suit, les cartes, tout ça qui font que c'est compliqué d'envisager de prendre un boîtier comme ceci. Par exemple, actuellement moi je suis sur un MacBook Pro 16 pouces M3 Max avec 48 Go de RAM. Sur Lightroom, tout ça, il y a quand même des ralentissements. On ne sait pas ce qu'il faut en fait. Il faut partir sur un M3 Ultra, mais je crois qu'il n'est pas encore sorti. Ouais, les fichiers sont très volumineux. L'empilement des images en HDR, ça met beaucoup de temps, mais on a derrière une qualité d'image qui est incroyable. Ce qui est bluffant sur ce Fuji aussi, c'est les JPEG. Les JPEG sont d'une qualité exceptionnelle, c'est vraiment impressionnant. J'ai fait quelques photos en vacances cet été, je vous laisse regarder un petit peu. On a vraiment une justesse des couleurs qui est dingue. Vous allez me dire, en fait c'est normal à ce prix là, mais franchement il faut tester pour avoir le rendu et comprendre un petit peu ce qui fait qu'on va s'orienter sur des trucs comme ça quand on est prêt à mettre un peu de budget et qui va pouvoir répondre à tous les clients les plus exigeants. On a la possibilité de faire des photos en rafale jusqu'à 8 images secondes en 102 mégapixels. Je ne sais pas si vous imaginez, mais aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup de boîtiers qui sont capables de faire ça. Imaginez la puissance qu'il y a dans ce genre de boîtier. Au plus on va avancer, au plus ça va être normal de retrouver des statistiques comme ceci dans des boîtiers. Mais là, aujourd'hui, c'est assez fou quand même. Ce qui me permet de faire la parallèle sur la vidéo où vraiment, ce boîtier va être très intéressant. En fait, on va avoir accès à des caractéristiques de caméra de cinéma. On va avoir accès à des paramètres, des aides à l'exposition, tout ça qu'on va retrouver notamment sur des moniteurs externes. Mais là, on a tout en natif en fait. C'est-à-dire que là, techniquement, on a juste à mettre un optique et on peut shooter une qualité de 4K, 6K jusqu'en 8K. Tout ça en ProRes directement sur une carte SD. On n'a pas forcément besoin de disque dur externe, même si c'est possible. On va pouvoir brancher un disque dur et filmer en ProRes RAW 16 bits. On a un D-Squeeze anamorphique qui est faisable. On peut filmer en 4 tiers directement. Aujourd'hui, c'est un peu la mode de filmer sur des formats carrés et balancer ça sur YouTube. Tout est vraiment faisable. On a aussi un mode qui va permettre de s'adapter aux optiques Premista. Les optiques Premista, c'est la gamme cinéma et TV de chez Fuji, où on va avoir accès à vraiment des grosses optiques de très grande qualité. Voilà, je vous mets quelques exemples. On a accès au waveform, on a accès au vectorscope. Honnêtement, c'est tout ce qu'on rêverait de retrouver sur un boîtier. Vous allez me dire, c'est pareil, le prix, c'est normal. Oui et non. Il y a des choses comme ça qu'on ne retrouve pas sur des caméras beaucoup plus chères que ça. Voilà, honnêtement, c'est assez fou sur un petit boîtier comme ça d'avoir autant de caractéristiques. J'ai pas encore eu trop l'occasion de tester avec des objectifs cinéma, des objectifs anamorphiques, tout ça. C'est en projet, j'ai un projet de petite publicité à tourner avec ce boîtier pour vraiment exploiter toutes les capacités. Mais voilà, pour l'instant, j'ai pas encore acheté le matos qui va me permettre de faire ça. Un optique cinéma, ça coûte assez cher. Et puis pareil, il faut une bague d'adaptation pour adapter en monture PL. Donc si jamais il y a des marques qui passent par ici, il n'y a pas de souci. Contactez-moi et puis on se fait quelque chose. Écoutez, si vous voulez des images sorties du boîtier, des photos en RAW, des photos JPEG ou même des vidéos en 8K, 6K avec les différents profils, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je mettrai sur la prochaine vidéo un WeTransfer avec tous les fichiers, ou alors je mettrai à jour sous la vidéo si j'ai des commentaires là-dessus. Pour conclure, ce boîtier n'est pas destiné à tout le monde. Honnêtement, c'est destiné à des usages très particuliers. Même moi, j'en ai pas forcément l'utilité. J'ai pris ça parce que je suis un passionné de technologie et de beau matos. C'est pour ça que j'ai craqué ma tirelire pour me faire plaisir là-dessus. C'est mon outil de travail. Je gagne ma vie avec ce boîtier. C'est pas comparable avec des photographes amateurs ou des gens qui commencent. C'est pas nécessaire. Mais ce qui est assez fou, c'est que en face, en termes de comparaison, on n'a pas vraiment de concurrent en fait à ce boîtier. On va avoir du Hasselblad, mais on est sur des boîtiers, je crois 1000 € de plus à l'achat, sans compter les optiques, et ça ne fait pas de vidéo. Ou alors après on va être sur du ultra haut de gamme, sur du Phase One et d'autres boîtiers que je ne connais pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai. N'hésitez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres contenus dans ce style, mettez-le en commentaire. J'ai envie de reprendre un rythme de vidéo un peu plus soutenu. Donc n'hésitez pas à me soutenir et puis à vous abonner pour me motiver à continuer. J'espère que vous serez là pour suivre mes aventures. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!